Tout le monde connaît Rolex, mais connaît-on vraiment l'histoire qui se cache derrière? C'est une histoire incroyable, celle d'un homme qui, parti de rien, a bâti un empire. Une histoire de tragédie, oui, mais surtout de résilience et d'une obsession pour la perfection. Il a tout perdu. 2 fois. C'est une phrase qui frappe, n'est-ce pas? Avant de parler de l'empire des montres de luxe, il faut comprendre que tout a commencé comme ça, par des épreuves, par des pertes immenses. Alors, plongeons dans cette histoire. L'obsession d'un orphelin. Non, on ne commence pas dans un bureau luxueux à Genève, on commence bien plus tôt, en Allemagne, avec un jeune garçon dont l'avenir semblait, tout sauf certain. Regardez cette chronologie. C'est brutal. À 12 ans, il perd ses 2 parents. Orphelin. Juste après, envoyé en pension par sa famille. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques années plus tard, en 1903, tout l'héritage qui lui restait, volé, disparu. À un âge où on découvre la vie, le monde de Hans Wilsdorf, lui, s'était déjà complètement effondré. Et pourtant, c'est souvent dans les moments les plus sombres qu'une lumière apparaît. Pour Wilsdorf, cette lumière, c'est venu d'une conversation. Un camarade de classe suisse lui parle d'horlogerie, de ses mécanismes incroyablement précis. Et là, quelque chose s'allume, une petite graine est plantée. Une obsession pour cet univers où tout est fiable, tout est maîtrisé, tout le contraire de sa propre vie. Il ne va pas rester à se lamenter, forgé dans l'adversité, c'est exactement ça. Il prend son destin en main et déménage à Londres, qui est à l'époque le centre du monde commercial. Il est prêt à poursuivre son rêve. Mais, bien sûr, les épreuves n'étaient pas terminées. Et c'est là qu'on voit son génie visionnaire. Le marché de l'époque, c'était simple. Les montres étaient des bijoux, très décorés, très ornés, mais surtout fragiles. C'était des accessoires. Lui, il voit tout le contraire. Il ne voit pas un bijou, il voit un outil. Il pense simplicité, durabilité et surtout une précision à toute épreuve. Il allait littéralement à contre-courant de toute l'industrie. Une vision, c'est bien beau, mais il faut la concrétiser. Et là encore, on voit sa détermination. En 1905, il n'a pas d'argent à lui, pas un sou. Qu'est-ce qu'il fait? Il convainc son beau-frère de s'associer avec lui. Il lance Wilsdorf & Davies. C'était un pari immense, basé uniquement sur une idée et de l'argent emprunté. Et son idée maîtresse, la voilà. La montre-bracelet est l'avenir. Elle remplacera entièrement la montre de poche. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais à l'époque, c'était complètement fou. Les montres-bracelets étaient vues comme des petits bijoux fragiles pour les femmes. Un homme sérieux portait une montre de poche. Wilsdorf voulait faire de cet accessoire féminin un instrument robuste et fiable pour les hommes. Un changement de paradigme total. Pour mener cette révolution, il fallait marquer les esprits. Il ne suffisait pas de faire de bonnes montres, il fallait leur donner un nom qui incarne cette vision de précision. Et ce nom, ça n'est pas venu par hasard. Il a cherché, testé, on parle de plus de 100 combinaisons de lettres. Il voulait quelque chose de court, d'élégant, qu'on puisse prononcer facilement dans n'importe quelle langue et qui soit parfait sur un cadran. Et en 1908, il trouve Rolex. Un coup de génie marketing avant l'heure. Mais un nom ne suffit pas. Il faut la preuve. Et la preuve, la voilà. Rolex obtient la toute première certification de chronomètre suisse jamais décernée à une montre bracelet. C'était énorme. Ce n'était plus juste du blabla marketing, c'était une validation officielle. Wilsdorf ne vendait pas seulement une image, il vendait une performance prouvée. Tout semble aller pour le mieux. La marque décolle, mais l'histoire a d'autres plans. La Première Guerre mondiale éclate. Et pour Wilsdorf et sa jeune entreprise, c'est un défi immense, peut-être le plus grand jusqu'alors. Il fallait créer la montre incassable. Le premier coup dur vient de l'économie. L'Angleterre, en guerre, impose une taxe de 33% sur les importations. Pour une entreprise comme la sienne, c'est quasiment une condamnation à mort. La faillite n'est pas loin. La seule solution, quitter Londres, son point de départ, et s'installer en Suisse, le cœur de l'horlogerie. Mais encore une fois, il transforme un obstacle en opportunité. Sur le champ de bataille, les soldats ont besoin d'avoir les mains libres. La montre de poche n'est plus pratique, la montre bracelet, la montre de tranchée, devient essentielle. D'un seul coup, la vision de Wilsdorf se réalise. La montre bracelet n'est plus un bijou, c'est un outil vital, un symbole de fiabilité en plein chaos. Le besoin était donc là, c'était prouvé. Mais la guerre a aussi montré la plus grande faiblesse de ces montres. Elles étaient vulnérables aux éléments. La poussière des tranchées, la boue, l'eau, tout ça pouvait ruiner le mécanisme. La question était donc, comment vaincre ces nouveaux ennemis? Et la réponse de Wilsdorf est, encore une fois, révolutionnaire. En 1926, il présente le boîtier Oyster. Ce n'est pas juste une petite amélioration. C'est le premier boîtier de montre au monde à être vraiment étanche à l'eau et à la poussière. Le secret, un système breveté de couronne, de fond de boîtier et de lunettes vissées. C'était scellé aussi hermétiquement qu'un sas de sous-marin. Absolument génial. Une invention pareille, il faut la prouver. Et Wilsdorf était un maître du marketing. Il a donc organisé une démonstration spectaculaire.
Une nageuse, Mercedes Glides, tente la traversée de la Manche. À son poignet, une Rolex Oyster. Après plus de 10 heures dans l'eau glacée, elle arrive et la montre fonctionne parfaitement. La une des journaux du monde entier. La preuve était faite. Ok, la montre est maintenant protégée du monde extérieur. L'eau, la poussière, c'est réglé. Mais Wilsdorf ne s'arrête jamais. Il s'attaque maintenant à un problème interne, au cœur même du mécanisme. Il veut atteindre le mouvement perpétuel. Quel était le dernier point faible? Pour remonter la montre, il fallait dévisser la couronne. Et à chaque fois, on risquait de compromettre l'étanchéité. Sa solution? Le rotor perpétuel. C'est une petite masse semi-circulaire à l'intérieur qui pivote avec les mouvements naturels du poignet. Et ce mouvement suffit à remonter la montre tout seul. Plus besoin de la remonter manuellement, la boucle était bouclée. Et puis vient la Seconde Guerre mondiale, une autre période sombre. Wilsdorf y perd sa femme, une autre tragédie personnelle. Mais encore une fois, il transforme sa douleur en énergie créatrice. L'après-guerre est une explosion d'innovation. En 1945, la Datejust, puis la lentille Cyclope. En 1953, l'Explorer pour les alpinistes. En 1955, la GMT Master pour les pilotes. Il a littéralement créé la montre-outil moderne. Avec tout ça, Rolex était déjà une légende. Mais pour Wilsdorf, il restait une dernière chose à prouver, que sa création n'avait absolument aucune limite. Il voulait en faire un symbole intemporel, la preuve ultime de la fiabilité. -10 916 mètres, c'est la profondeur de la fosse des Mariannes, le point le plus profond de la planète. En 1960, une Rolex expérimentale, la Deep Sea Special, est attachée à l'extérieur du submersible Trieste qui y descend. La pression est monstrueuse. Et au retour à la surface, la montre fonctionne à la perfection. Elle avait survécu à l'endroit le plus inhospitalier de la Terre. Il n'a pas seulement laissé une entreprise, il a laissé un héritage. C'est vraiment la meilleure façon de le dire. Pensez-y, du sommet de l'Everest aux profondeurs de l'océan, l'orphelin qui avait tout perdu, 2 fois, avait créé l'instrument qui pouvait résister à tout. Il a transformé sa tragédie personnelle en un symbole universel d'endurance. Et ça nous amène à une question pour nous-mêmes. Quel héritage construisons-nous à partir de nos propres défis? L'histoire de Wilsdorf, c'est finalement une histoire sur la résilience, sur la capacité à transformer les pires épreuves en quelque chose de durable, quelque chose qui nous dépasse, une leçon intemporelle.